C'est à la hauteur de la tâche. Bonjour, ce sont donc les experts de l'été. Vous le savez, le printemps était une saison particulièrement difficile et particulièrement confinée. Ici, tout l'été sera l'occasion de réfléchir et peut-être de se remettre en question. On prend donc l'hélicoptère, on prend de la hauteur et de la distance et on tire les leçons du Covid-19. Aujourd'hui, on va tenter de tirer les leçons médiatiques du Covid-19 sur ce qui s'est passé pendant cette crise. Avec un invité, un consultant média, Boris Portnoy, qui fut entre autres producteur à succès et fondateur de LN24. Bonjour Boris. Bonjour. Nous avons aussi deux experts chroniqueurs. Tout d'abord, la journaliste de Vivre Ici, Aurore Pénois, bonjour. Bonjour. Et le journaliste punk d'entreleslignes.be, Yves Kengen, bonjour. Bonjour. Nous traiterons de 3 questions dans cette émission. On parlera des réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont profité de la crise, oui ou non, des médias classiques qui, eux aussi, ont connu de fortes audiences et pas de pub. Et enfin, on parlera du cinéma, de la guerre entre le cinéma et les plateformes comme Netflix. Premier thème, les réseaux sociaux. Alors, quel a été le rôle des réseaux sociaux pendant cette crise du Covid ? Et c'est donc ma première question à Boris Portnoy. Les réseaux sociaux se sont-ils encore mieux sortis de la crise qu'avant ? Alors, je vais d'abord donner mon avis. Je ne suis pas les papes de réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux ont eu... il y a 2 points de vue sur les réseaux sociaux pendant la période du confinement. Puisque je n'irai pas avant et après, je parle de la période dans laquelle il y a un élément qui est très important, c'est l'information, fausse ou pas, mais l'information, et le divertissement qui était teinté d'émotion. Donc pour moi, les réseaux sociaux ont comblé un moment très important dans la vie de beaucoup de monde, parce que justement ils ont amené de l'émotion, ils ont amené de l'information, malgré que les médias classiques se sont très bien portés, mais les réseaux sociaux ont permis également de créer beaucoup plus de tissus qu'ils n'ont créé auparavant, ce qui est déjà beaucoup dire. Ceci étant, je voudrais tout de même clarifier que si bien les réseaux sociaux sont très très bien portés, il y a quand même des éléments qui sont un peu étranges par rapport à l'impression qu'on a. Si vous prenez par exemple Facebook, Facebook a fait, pendant la période du premier trimestre jusqu'à la fin, entre guillemets, des confinements, 15 milliards de moins qu'est-ce qui était prévu dans leur plan financier. Donc de revenus. Et Google, par exemple, Google a fait moins 28 milliards. Donc, vous voyez, il n'y a pas de relation ou de corrélation entre la partie financière et la partie de ce que les réseaux sociaux ont été pendant les confinements. Ça, on le verra aussi avec les médias classiques tout à l'heure. Mais dans le cas des réseaux sociaux, on a vu aussi que beaucoup de solidarité était passée par les réseaux sociaux. Parce que vous parliez de divertissement, c'est vrai, mais aussi toute cette chaîne de solidarité qui a pu se faire. C'est ce que je disais, émotion. En fait, comme il s'agit d'un média, et qu'un média doit être représenté par des éléments, eh bien des éléments qui ont été soit de divertissement, on en a tous vu des tonnes et des tonnes, des clips très émouvants sur différentes chansons très populaires qui ont été adaptées. En Belgique, par exemple, on a vu l'initiative de Virginie Hoc, fabuleuse, avec la chanson de Annie Cordy, Ça ira mieux demain. Il n'y a pas un mot qui a été changé. Il y a plein d'artistes belges qui ont manifesté leur solidarité. Ça, c'est un rôle de divertissement, mais en même temps, c'est un rôle d'émotion. C'est un rôle d'information et d'émotion. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à observer, parce que le lien social, de nouveau, par rapport à ce que vous disiez, le lien social est énorme. Reste à voir maintenant comment et est-ce que ces liens sociaux vont continuer. Est-ce que justement, les réseaux sociaux, vous qui les observez de près, Aurore Pénois, est-ce qu'ils s'en sortent grandis ? Ils s'en sont sortis grandis, je pense, dans la première partie, parce qu'ils ont permis effectivement une organisation de la solidarité à travers des groupes, à travers des initiatives, d'une manière beaucoup plus aboutie que par le passé. Aussi parce que les gens se sont sentis redevables de se mobiliser à l'image de la mobilisation du personnel hospitalier. Donc je dirais dans la première partie, par rapport au confinement, justement, la solidarité et les réseaux sociaux ont vraiment apporté quelque chose de positif. Dans la deuxième partie, à partir du moment justement où il y a eu un début de
de déconfinement, ils ont joué justement quelque chose, à mon sens, de beaucoup plus violent et de beaucoup plus virulent. Cette propension, effectivement, à aider à la délation, au jugement à l'emporte-pièce, de dire mon voisin fait ci, j'ai vu un tel sans masque. Et ils ont vite, en fait, repris leur travers, mais d'autant plus fort. Et alors, encore maintenant, alors je ne sais pas si ça ne reste qu'une impression personnelle, mais dans les commentaires, dans la manière dont les gens s'organisent à nouveau sur les réseaux sociaux, il y a, à mon sens, beaucoup plus de violence et de virulence. Plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. D'intolérance. On a l'impression que tout le monde est vraiment à fleur de peau. Et la moindre chose fait exploser de violence dans les commentaires ou dans les organisations. Alors, Yves Kenguet, on a vu aussi beaucoup de fake news. Alors, des bagarres de fake news. Exactement, c'est là-dessus que je pensais aller. Mais il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est très positif. Je pense que les réseaux sociaux ont permis de maintenir le lien social aux personnes qui étaient isolées ou confinées chez elles. Donc ça permettait de garder un contact avec ses amis, avec des membres de sa famille, enfin avec son réseau de connaissances. Ça, je trouve que c'est très positif. À côté de ça, c'était vraiment le déversoir des fake news et des conspirationnistes de tout poil. Et là, je trouve que c'est vraiment terrifiant parce que, comme le dit Umberto Eco dans sa célèbre citation, les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Et ça, c'est quand même terrifiant. Oui, surtout quand le prix Nobel raconte des conneries aussi. Sur les réseaux. Ça peut arriver. Mais vous avez des noms. On a des noms. J'ai un nom. Moi, je suis peut-être qui est d'accord. Ceci étant, j'ai noté ce que vous avez dit, Aurore, à propos de... et qui correspond un petit peu à ce que dit Yves, dans le sens où il y a des propos qui ont été extrêmement durs et virulents, etc., par rapport à la deuxième partie. Moi, mon analyse, c'est que, parce que tout simplement, je veux dire, les bons et les méchants, les bons étaient beaucoup moins présents avant. Et que comme les bons étaient très présents pendant les confinements, mais qu'ils les sont beaucoup moins après, parce qu'ils ont dû travailler, parce qu'ils ont moins de temps pour faire tout ça, etc., et parce qu'il y a moins de solidarité. Et donc les bons se sont un petit peu reculés, et les méchants qui étaient toujours là, auparavant, mais qui avaient été un peu reculés par les bons, eh bien, ont gagné du terrain. Et donc moi je suis pas très préoccupé par ça, parce que comme les réseaux sociaux, et là on vient ce qu'Yves disait à propos d'information, comme les réseaux sociaux c'est un déversoir, c'est beaucoup de choses, ça va se passer comme ça pendant toujours, je pense. Et que la responsabilité des médias, c'est justement d'alerter les gens sur ce qui se passe en termes des réseaux sociaux en réalité. Aurore Pénois veut réagir. Oui, je vois ce que vous voulez dire, je suis relativement d'accord. Néanmoins, je pense qu'il y a une grande responsabilité aussi de ces réseaux sociaux. Sur le site pour lequel je travaille, Vivre Ici, on a fait un léger test. De temps en temps, on sponsorise, vous savez, des publications. Vous pouvez sponsoriser pour que ces publications soient montrées à des gens qui ont l'habitude de cliquer, qui, dès qu'ils voient quelque chose, cliquent dessus, et qui, du coup, normalement, ne font pas que lire les titres. Ici, on a changé, on a sponsorisé des publications pour faire réagir les gens. Et depuis que cette nouvelle communauté, entre guillemets, est arrivée sur notre page Facebook, on n'a jamais eu autant de problèmes de modération, autant de problèmes Ce sont des mauvais lecteurs, vous voulez dire. C'est pas que ce sont des mauvais lecteurs, mais en fait, Facebook soutient finalement ces problèmes de discussion qui sont au bord de la loi et autres, et les valorise d'une certaine manière. Et pour revenir sur effectivement sur ce retrait en termes de publicité que ces groupes ont perdu, il y a aussi plusieurs choses. C'est que c'est très compliqué de faire de la publicité dans une période aussi difficile. Vous n'avez pas envie de vendre vos pommes alors que tout le monde est distrait par un autre sujet. Et c'est vrai que dans la première partie du confinement, et on l'a vu aussi dans des audiences par la suite, à un moment les gens en ont marre du Covid et on fait un espèce de retrait de ces plateformes. Il y a aussi eu un ponctuel, effet quand même assez contraire contre les GAFA. On a vu récemment, pendant le mois de juin notamment, des grandes sociétés multinationales qui ont décidé de se retirer de Facebook parce qu'elles trouvaient, par exemple, que les réseaux sociaux ne luttaient pas assez contre le racisme. Est-ce que ça aussi, c'est pas un effet de la crise du Covid, de se rendre un peu compte de ce que sont les réseaux sociaux et de voir un peu de les réguler finalement? Mais je pense que justement ce sont des réactions et que la société s'est autorégulée
régule quand même quelque part, hein, y compris avec des grosses sociétés annonceurs qui vont effectivement se rendre compte que ça ne leur convient pas d'être là. Mais c'est pas par... je ne pense pas que ces sociétés-là, ça soit par bonté d'âme. Hein. Je pense parce que, tout simplement, il y a une partie de la population qui ne veut plus voir ça, et donc ils ne verront plus leurs pubs. Moi, je vais vous dire, quand vous me dites, dans les réseaux sociaux, il y a moins de pubs, c'est un phénomène général par rapport aux annonceurs. Si vous regardez la télévision, alors c'est y compris en Belgique, et on va parler de ça tout à l'heure, mais la télévision linéaire a progressé en termes des gens qui les regardent, etc. Les chaînes n'ont jamais eu autant d'audience. Or, les revenus publicitaires sont tombés dans une courbe tout à fait plate. Eh bien, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des éléments très clairs. Hein. Il n'y a aucune publicité, il n'y a aucune marque qui va s'associer à un truc dramatique. Vous voyez, je vois mal une société qui vend des pulls, par exemple, passer avant un documentaire en immersion sur ce qui se passe à l'hôpital dans une unité de soins intensifs. Donc forcément, tout ça fait que les revenus baissent. Mais par rapport à ce que vous disiez, Jean-Jacques, au sujet des marques qui se retirent et de la régulation de Facebook, etc., c'est vrai que Facebook commence à faire le nécessaire. Twitter a dit, attention, M. Trump, vous dépassez les bornes. Mais bon, ça reste anecdotique. Puisque ce qu'on vous dit là, il n'y a personne qui régule ça sur Facebook ni sur Twitter. Alors on passe à la deuxième question, hein. On a déjà un petit peu abordé le deuxième thème, c'est comment les médias classiques ont résisté pendant cette crise. Alors vous l'avez dit, Boris Portnoy, au niveau de la pub, vous l'avez expliqué, mais au niveau de l'audience, c'était un boom extraordinaire pour les médias classiques. On a lu beaucoup de journaux, on a beaucoup regardé la télé. Oui, médias classiques, vous parlez de la télévision et de l'Internet. Oui, ou de la presse. Hein, oui, mais les médias classiques dont je parle si je parle de la télévision, il est évident que les journaux ont monté leur audience de façon impressionnante parce qu'on était toute la journée en train d'imaginer ou vouloir savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais il y a quand même une chose que je ne peux pas ne pas le dire puisque je le pense profondément, c'est qu'il y a eu un suivisme de la part des chaînes. Si vous regardiez, et vous allez tous me dire, mais ils disent tous la même chose, donc il y a un suivisme. On crée des sensations d'anxiété, c'est une télévision, des informations extrêmement anxiogènes, parce que lui fait un et l'autre fait l'autre, et qui donc fait que les audiences montent, mais si vous regardez aujourd'hui, qu'il n'y a plus tout ça, regardez un petit peu les courbes ça baisse. De la forme. Mais non, on est revenu normal. Ouais. Donc c'était un épiphénomène. Pour moi, c'est un épiphénomène. Yves Kenguel. Le phénomène dont parle Boris, du fait que les médias font du suivisme, c'est quand même un phénomène qui est assez connu et qui n'est pas récent, puisque les médias classiques se nourrissent en général aux mêmes sources qui sont les 4-5 agences de presse qui sont répertoriées. On constate quand même que la presse écrite a pris un gros bouillon, ils ont tous diminué leur pagination. Le Canard enchaîné était sur 4 pages au lieu de 8 pendant 1 mois et demi, 2 mois. Le Soir aussi avait diminué sa pagination, les journalistes étaient en télétravail, etc. Ça ne permet pas d'avoir un contenu qui permet vraiment d'ancrer l'intérêt du public. Là où c'est plus inquiétant, je trouve, c'est à partir du moment où les médias classiques, parce que vous avez dans le titre de cette rubrique, vous avez parlé de résistance des médias classiques, c'est à partir du moment où les médias classiques se nourrissent des réseaux sociaux. Et là, j'ai une inquiétude quand même très forte par rapport au rôle de Twitter dans l'information des journalistes. Je trouve que les journalistes s'appuient énormément et de plus en plus sur les comptes Twitter des influenceurs. On lit de plus en plus souvent selon le compte Twitter d'un tel, patati patata, et des articles entiers sont bâtis là-dessus. Et je trouve que si la presse, si les médias classiques veulent résister face aux réseaux sociaux, elles devraient peut-être éviter de s'alimenter aux réseaux sociaux et faire davantage du décodage des fake news, peut-être avec des rubriques systématiques, quotidiennes, décodage des fake news vues sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures. Et là, ce serait un rôle qui leur siérait beaucoup mieux. On voit ce qu'en pense Aurore Pénois, qui, elle, s'occupe d'un site internet. Oui, en fait, je pense qu'il y a 2 choses dans tout ce bouillon de mauvaises nouvelles pour les médias et la presse écrite. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé positivement, c'est que les abonnements, notamment aux éditions numériques, ont explosé comme jamais.
Et c'est peut-être le seul point de conversion de ces gens qui, par l'opportunité de la crise, entre guillemets, ont découvert ou redécouvert en tout cas la presse. N'allaient plus chez le marchand de journaux. N'allaient plus chez le marchand de journaux. Se sont à ce moment-là abonnés et c'est peut-être vraiment la bonne nouvelle, en tout cas pour le secteur de la presse écrite et numérique. Maintenant, je pense que le fait de s'inspirer de plus en plus de Twitter pour créer des articles du côté de la presse, j'ai quand même l'impression que c'est un phénomène qui va peut-être régresser dans les prochaines semaines. C'est aussi une première fois que de nombreux journalistes, en fait, sont restés à domicile. Oui, mais c'était déjà le cas avant. Hein. Non, moi je partage un peu avec lui, mais je partage avec toi le fait qu'effectivement, il y a des choses, mais ce qui est une réalité aussi, à nouveau, excusez-moi de venir avec ça, mais une réalité économique. C'est qu'aujourd'hui, on demande aux journalistes des presses classiques, entre guillemets, de fonctionner de plus en plus court. Qui veut dire court, veut dire beaucoup de reportages. Qui veut dire beaucoup de reportages, ça veut dire qu'il faut des moyens pour le faire, même s'ils sont courts ou longs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait vite un truc, c'est basé sur critères ou quelque chose. Moi, je crois que la réalité, c'est que, pour revenir dans le sujet, les médias classiques, que ce soit les journaux papier, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, se dirigent de plus en plus vers les digitales, puisque c'est la seule issue qu'ils ont pour réellement pouvoir survivre ou exister. Si vous prenez les médias classiques en Belgique, comme les soirs, DH, La Libre, enfin les journaux papier, vous voyez qu'ils ont tous développé des applications qui fonctionnent très bien, mais avec un dialogue, un langage qui est celui du digital. Ce n'est pas des longs articles. Or, pour faire des longs articles, il faut avoir de la matière première. Et je termine pour faire court. Si vous regardez par rapport à la presse ici, et que vous regardez des journaux ailleurs, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, prenez l'édition digitale du New York Times ou des Postes en Angleterre, vous allez voir que le langage n'est pas du tout le même, et que l'ergonomie des sites n'est pas du tout la même. Et que donc, il y a un phénomène économique, mais il y a aussi un phénomène de, j'irai jusqu'à dire, l'information, notre information, excusez-moi, je ne suis pas péjoratif du tout, mais elle est petite. Elle est serrée, notre information. Et que donc, on se concentre, et c'est là que je parle des suivismes, et je termine en disant que pendant les confinements, on a fait du suivisme et on a fait de la peur. Bon, il y a aussi quand même eu de l'investigation dans pas mal de cas. Il faut aussi, je voudrais vous entendre sur le phénomène en télé d'avoir des chaînes d'information. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup aux États-Unis. En Belgique, il n'y en avait pas. Il y en a une avec LN24 maintenant. Et les grandes chaînes généralistes font aussi parfois de la chaîne info. On pense au moment des conférences de presse du Conseil national de sécurité où on avait l'impression d'avoir que des chaînes info, sauf BX1. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui peut rester ce syndrome de la chaîne info? Je pense que oui, surtout en Belgique où l'audience se trouve à l'info. Vous le savez tous, que le journal ou le magazine d'information sont ceux qui sont les plus producteurs d'audience dans ce pays. Si vous prenez, c'est pas un phénomène nouveau, rappelez-vous 2001, vous n'étiez peut-être pas né, mais 2001, c'était l'époque, les tours... à New York, oui. À New York. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les chaînes du monde, y compris la RTBF, est devenue une chaîne d'information. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous accrochés à CNN et ils ont commencé à diffuser sur CNN. En Belgique, quand il y a eu les attentats les 23 mars, pendant un mois, on était en chaîne info. Donc c'est logique. Ça me semble tout à fait logique. C'est pas parce qu'il y a une chaîne d'information qui est dédiée, entre guillemets, à l'information, que les grands producteurs d'informations ne peuvent pas s'aligner et nous fournir une information. Ils vont continuer à en faire. Ah, j'espère en tout cas. Européennement. Mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, la question, ça va être aussi sur le long terme. LN24 a explosé notamment ses audiences avec effectivement de l'info beaucoup plus régulière que n'a pu le faire d'autres chaînes comme la RTBF et autres. Mais est-ce qu'ils vont pas eux aussi retomber dans ces audiences un peu primaire, entre guillemets. Et puis on voit ce qui se passe en France aussi ces derniers temps avec BFM, qui fait marche arrière, en tout cas en termes de... Là, ils sont en grève, donc c'est d'autant plus une marche arrière. Alors on va passer à notre troisième question. On sort des médias en tant que tels, on va parler du cinéma. Avec cette question, les plateformes vont-elles tuer le cinéma? On voit que comme on n'a pas pu aller dans les salles de cinéma pendant le confinement, il a fallu attendre le 1er juillet pour y
pour y retourner, eh bien, les films n'ont pas pu sortir, donc les plateformes en ont profité. Beaucoup de gens se sont abonnés à Netflix, à Amazon Prime et à d'autres. Alors, Boris Portnoy, est-ce que ça a une influence, est-ce que cette crise a eu une influence sur le business du cinéma? Alors, moi je pense que non. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, il n'y a personne qui a pu aller au cinéma, donc forcément les cinémas étaient fermés. Mais je pense que c'est un phénomène qui va se rattraper petit à petit. Je crois que le cinéma, c'est un art tellement majeur. Je trouve que le cinéma est un spectacle tellement majeur, mais qui implique, au-delà d'aller voir un film, il y a des conséquences sociales importantes. De se retrouver ensemble dans une salle. Se retrouver ensemble dans une salle, se retrouver avec sa famille, avec ses enfants, ou avec son conjoint, ou des amis, peu importe. Il y a un phénomène social important. Je crois, pour faire court, que les cinémas, les exploitants, puisque les problèmes, les exploitants ici dans notre pays, vont devoir véritablement trouver une diversification, parce que, in fine, il y aura un effet Covid. Oui, je pense qu'on va baisser la fréquentation. Mais dès là à dire que les salles seront fermées et mangées par les plateformes, j'y crois pas une seconde. Moi, je crois pas. Et j'espère que non. Je ne pense pas non plus, effectivement, d'autant que des plateformes comme Netflix, par exemple, lorsqu'ils proposent des films, vous pouvez aller les voir au cinéma. Alors vous avez beau avoir un abonnement, il n'empêche que... Il n'y a pas de cannibalisation, vous dites. Pas totalement. Ça va peut-être aussi secouer plutôt les producteurs de cinéma de chez nous à réfléchir autrement et à proposer un autre cinéma, car si finalement le succès est sur ces plateformes, il y a aussi peut-être une question de contenu. Il y a le côté glamour du cinéma. On voit que Netflix s'est intéressé au Festival de Cannes. Donc il y a un festival de Cannes. Pardon ? Quand il y a un festival de Cannes. Oui, quand il y a un festival de Cannes. Oui, d'accord. Mais en fait, bon, c'est un mouvement donnant-donnant. Je veux dire, le cinéma a cet aspect glamour qu'on ne peut pas lui enlever. Moi, je crois qu'il n'y a aucun média qui va tuer un autre. La télé n'a pas tué la radio, l'e-book n'a pas tué le livre papier. De la même façon, les plateformes ne tueront pas le cinéma. Oui. Non, Jean-Jacques, parce que excusez-moi, monsieur c'est parce que, objectivement, je pense que de manière globale, aujourd'hui, les contenus, que ce soit la radio, la télévision, les cinémas, les web-séries, tout ça, ce sont des contenus qui ont trouvé des écrans ou des débauchages différents. Et c'est formidable, parce que ça veut dire que quelqu'un qui fait un film, il peut être projeté dans ces salles de cinéma, mais il peut être aussi projeté dans une plateforme. Déjà, c'est formidable, parce qu'il y a des gens qui n'iront pas le voir au cinéma, qui vont peut-être les regarder dans leur télévision. Ça amène des revenus financiers complémentaires. Donc, il y a véritablement... Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un film en Belgique sans passer par le cinéma? Qu'est-ce que vous appelez faire un film? Est-ce qu'on peut faire un film rien que pour Netflix, par exemple? Bien entendu. Bien entendu. Il n'y a pas qu'en Belgique. Oui, il y a Into the Night qui a oui, il y a eu le cas lancé, d'Into the Night, effectivement, qui est une série qui était lancée uniquement sur Netflix. Mais il y en a plein. Oui, mais en Belgique, on a souvent dit que le cinéma ne vivait que grâce à la commission du film. C'est difficile de faire des films par ailleurs. Il y a un film qui sort du lot, c'est Barbie. Oui, voilà, oui, je sais. C'est le seul, presque. Non, mais alors, simplifions les choses. En Belgique, il est très compliqué de faire un film sans passer par la commission ou par les commissions d'aide au cinéma d'une façon ou d'une autre. Il y a un système très très convenable qui s'appelle le tax shelter, qui permet aussi aux producteurs de pouvoir faire un film. Mais ce qu'on n'a pas en Belgique, c'est un système dans lequel des sociétés ou des investisseurs se réunissent pour dire, et si on investissait pour faire un film ou une série qui peut être vendu un peu partout dans le monde. Les réflexes en Belgique, c'est de dire, comme en France d'ailleurs, ne nous cachons pas le truc, sauf que c'est à notre niveau, c'est de dire, si la commission du film ne nous donne pas de l'argent, on ne fait pas le film. Quand en réalité, vous savez, j'ai créé un média, je n'ai pas eu un sou d'argent public, c'était que du privé. Donc il y a moyen de créer des choses sans argent public. Non mais je crois plus que ça, je crois à la mixité privé-public. Je ne comprends pas pourquoi ici on a une espèce de frontière et une démarcation dans laquelle il y a les privés et le public. Et en télévision, on dit service public RTB, RTL, les privés. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre en commun nos forces. On est un tout petit pays, on n'a pas des moyens de mesurer. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer une structure qui puisse travailler de la sorte?
Mais aujourd'hui, c'est comme vous dites. Petit mot de conclusion là-dessus Non, ça me fait un peu rire parce que bon, moi je connais bien le milieu de la musique et que si on devait attendre d'avoir des subsides pour faire des produits musicaux, ben, on n'écouterait pas grand-chose à la radio. Bon, eh ben on fera une émission avec des gens de théâtre la prochaine fois. Merci en tout cas d'être venu, merci pour cette réflexion. On se retrouve samedi prochain et on va d'ailleurs parler d'art puisqu'on s'intéressera aux leçons culturelles du Covid-19. D'ici là, bon week-end à tous. Merci. Merci.